me demande de faire très vite. C'est-à-dire que j'interviens au moment où on doit aller manger. Et j'avais énormément de choses à vous dire, donc je vais faire ce que je peux. Il y aura pas mal de diapos, mais je vais les passer très vite, ou certaines je ne les détaillerai pas. Tout d'abord, remerciements chaleureux aux organisateurs du colloque, à Sandrine en particulier, à tous ceux qui m'ont permis d'être là et de faire cet honneur immense d'être ici aujourd'hui, notamment mon ami Grégoire. Alors, de prime abord, il est étrange de vous parler des propriétés collectives en métropole, puisque c'est un colloque sur la terre en Polynésie. Il n'empêche, je crois qu'il est intéressant de porter à la connaissance le fait qu'en métropole aussi, il y a des gestions communautaires des terres et qu'il y a des modes propriétaires ancestraux qui sont distincts du droit de propriété individuelle absolu, alors qu'on nous a enseigné qu'il n'y avait en gros en Europe qu'un grand modèle, qui est la propriété individuelle. Ces modèles n'ont pas disparu, même si on a dit qu'ils n'existaient plus, qu'ils étaient vieillots. Donc je vais vous parler du paradigme propriétaire collectif, qui est d'ailleurs, au-delà des résonances sociales, est très intéressant à étudier parce qu'il démontre une fois de plus, et toutes les discussions de ces jours le montrent, que derrière ces questions foncières, on a aussi l'expression de l'inventivité des sociétés, des groupes humains, à trouver des solutions de gestion prudente du foncier, qui soient aussi des solutions de bien-être, de bien vivre sur le territoire. Alors je vais vous parler de Montfénois à moi, c'est-à-dire le terrain d'expérimentation, qui est la région des Alpes du Nord, la Savoie en particulier. Alors, comment je procède ? Alors, tout est parti d'un programme de recherche qui s'appelle COMON, les communaux en montagne, et je vais passer très vite, mais l'idée c'était que on avait besoin de comprendre ce qu'il restait d'abord de ces systèmes ancestraux en France métropolitaine, et de remettre finalement au goût du jour ce modèle propriétaire méconnu qui est au cœur des questions sociales, identitaires, culturelles et même de dignité humaine, et de mesurer surtout sa capacité aujourd'hui à jouer un rôle contemporain majeur sur les territoires. Et ensuite, maintenant, c'est notre étape supplémentaire, de réfléchir à la manière dont ce système peut à nouveau essaimer, éventuellement être dupliqué, est une source d'inspiration. Et c'est pour ça que Sandrine m'a invité, c'est aussi de l'inspiration pour tout le monde. Alors, j'en dirai pas plus sur ce programme de recherche. Si ça vous intéresse, il y a donc un site internet, et puis nous allons publier un ouvrage dans les prochaines semaines sur la question. Les grands enseignements de notre projet, c'est rappeler que malgré le déclin de ces propriétés collectives, déclin entretenu, entre parenthèses, par le législateur lui-même, qui notamment tente de supprimer ces systèmes qu'il estime être à la marge et donc inutiles. On entend souvent le discours de la part des élus locaux, que c'est gênant, que tous ces conflits devraient être supprimés. Et donc pour supprimer le conflit, il faut supprimer le groupe humain qui soi-disant est à l'origine. Bref, en tout cas, malgré ce déclin, il subsiste et les propriétés collectives comptent encore en milieu rural en particulier. Cela dit, les statuts de ces communautés, de ces groupes et de ces systèmes fonciers sont très variables. Vous avez à la fois des systèmes qu'on pourrait qualifier de totalement léthargiques, c'est-à-dire juridiquement ils sont là, ils sont vivants, mais les gens s'en désintéressent, donc ils ne sont pas fonctionnels. Et à l'opposé, vous avez, c'est moins fréquent, des systèmes tellement ils ont une position foncière forte sur un territoire qu'ils sont dans une position de quasi-commune. C'est-à-dire qu'ils sont presque aussi intéressants politiquement et socialement que la commune elle-même, parce qu'ils ont une position forte. Ils sont aussi révélateurs de ce qu'on appelle le pluralisme juridique. Ils ont résisté au rouleau compresseur de l'uniformité étatique dans la République, et c'est aussi peut-être pour cette raison qu'on a tenté de les cacher ou de les masquer. Le souci, c'est que ces systèmes sont aussi en mutation profonde parce que les conditions ancestrales qui avaient été établies pour les réaliser, les mettre en place, ont aujourd'hui profondément évolué. On n'est plus dans une société basée sur la subsistance agricole, et donc il s'agit de renouveler ces fonctions aujourd'hui. Je vous épargnerai les résultats globaux de l'enquête, mais ça, ce sont les départements Savoie et Haute-Savoie, et plus c'est foncé les couleurs, et plus vous avez des systèmes fonciers dont la superficie est importante sur les communes. Alors, je ne sais pas combien de temps j'aurai devant moi, mais en tout cas pour les quelques minutes,
Rappelons quelques définitions, très brièvement les droits d'usage, la typologie des systèmes rencontrés, et puis une diapo sur les perspectives. Les communaux, de quoi s'agit-il? Eh bien, sachez qu'il y a un article du Code civil qui les définit maladroitement, de manière floue. C'est le 542. Et le 542, il n'est pas dans la rubrique de la propriété, il est juste avant. Il est un petit peu masqué, il est discret. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou aux produits desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. Évidemment, cette propriété, je ne vais pas ici faire l'historique, a été masquée à la Révolution et puis ensuite à l'avènement du Code civil qui faisait la promotion d'un droit de propriété exclusif absolu. C'est le parent pauvre du droit civil, du Code civil et l'angle mort des politiques territoriales. Il n'y a pas de régime juridique non plus associé à ceci, sauf dans le Code général des collectivités territoriales, un régime spécifique pour les sections de communes, qui est une des catégories, donc, mais qui a été aspiré par le droit administratif. Elle a subi un processus de publicisation, si vous voulez. Au passage, j'ai noté qu'il y a des dispositions propres à la Polynésie qui concernent les sections de communes. Et je suis bien en peine de trouver des traces concrètes de ces sections de communes ici. Alors, c'est un appel que je lance. Si vous avez des informations à me communiquer pour mes recherches, j'en serais ravi. L'important, c'est de noter l'usage des terres plutôt que la propriété. Ça, c'est l'enjeu, c'est le principe. On désigne autant des biens qui sont gérés en commun, enfin collectivement, que des systèmes. Systèmes au sens, ici on reprend les théories un peu ostromiennes, Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2009, c'est-à-dire qu'on a un système des ressources, des ayants droit, des droits d'usage et de jouissance, et une gouvernance liée. Ça forme un système. Les biens, indépendamment de leur régime d'appropriation, font l'objet de droits de jouissance qui sont exercés collectivement par les habitants et eux-mêmes s'organisent pour faire évoluer les modalités de cette jouissance. On a là, finalement, l'expression d'un partenariat presque public-privé ancestral. Pourquoi? Parce que ces groupes, ces communautés, elles gèrent finalement diverses opérations, diverses activités qui pourraient être qualifiées largement d'intérêt public à leur niveau. On est bien entendu au croisement du droit public, droit privé, intérêt public, intérêt question collective. Je vais passer cette diapo qui parle de l'origine, mais simplement rappeler que au Moyen-Âge, on avait une société extrêmement hiérarchisée, avec des rapports, des arrangements qui étaient passés entre des seigneurs et des groupes humains. Et ces systèmes sont nés pas par altruisme, hein, faut pas idéaliser, mais par nécessité de vie, de survivre. Donc ce sont des systèmes qui consacrent des arrangements, des alliances entre ceux qui possèdent et ceux qui veulent, ceux qui sont propriétaires et ceux qui veulent utiliser la terre. Alors comment identifier ce que l'on appelle en économie les biens clubs? Alors des ressources, on l'a dit, des terres, des forêts, ce que certains appellent chez nous la montagne. Voilà, c'est la montagne, c'est là-bas, c'est la montagne. Des droits d'usage et de jouissance détenus par les ayants droit, multiples, couper du bois, faire paître des animaux, accès à l'eau, etc., etc. Et bien sûr une gouvernance propre destinée à garantir la pérennité du système et la prééminence du collectif sur l'individu. C'est ce qu'on appelle la fonction sociale. Tout doit être mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'accaparement individuel des terres. Alors là, il y a eu dans le temps une déviation, pour pas dire une déviance, mais c'est-à-dire que ces systèmes qui au départ n'étaient pas gouvernés par une entité morale de type personne morale, mais ce sont plutôt historiquement des sociétés dites de fait ou des corps moraux. Hein, ils sont progressivement, pour certains en tout cas, devenus des personnes morales, et notamment des personnes morales de droit public pour certaines catégories, pas toutes, comme les sections de communes, ou ce qu'on appelle les biens communaux, notamment les droits d'accès des familles à des forêts. Et puis, il y a une vraie démocratie interne, totalement masquée, dont on ne parle jamais sur ces territoires. Il y a des instances, il y a une gouvernance, il y a des personnes élues dans des conseils, qu'on n'appelle pas les conseils de sages, mais qui jouent aussi un petit peu ce rôle. Et puis, je parlais du pluralisme juridique, évidemment. Il n'y a pas que la loi qui régit ces systèmes. Il y a des règles encore coutumières et beaucoup d'usages. D'ailleurs, pour les sections de communes, la loi reconnaît dans certains articles du code, du CGCT, que l'on peut s'appuyer sur les usages locaux pour répartir les fruits dont on jouit.
Alors, je ne rentre pas ici dans le détail. Est-ce qu'il s'agit d'un commun, pas un commun? Pour nous, c'est une catégorie de commun. Mais pour autant, juste que vous devez retenir que ce n'est pas la domanialité publique, ce n'est pas le régime d'indivision de l'article 815 du Code civil, puisque là, on est sur un raisonnement pérenne, on n'est pas sur du transitoire. Et puis, ce n'est pas non plus la terre de personne, ni la terre de tous. Ce n'est pas non plus le communisme, puisque les individus tirent les fruits de ces systèmes. Et puis on a des biens appropriés, c'est-à-dire que c'est pas non plus, il y a toujours un sol. Le sol, il appartient toujours à quelqu'un. C'est le sol. On reprendrait l'expression historiquement. C'est le sol, c'est le domaine éminent. Il y a le domaine éminent qui appartient à quelqu'un, celui d'une commune, une section de commune ou une société morale non personnifiée en droit. Et puis il y a le domaine utile qui reste celui dont ont besoin les habitants pour vivre, cultiver, se récréer, pour tout simplement se rattacher à la terre ou être en phase avec leur environnement. Alors ces droits d'usage sont assez particuliers, droits d'usage et de jouissance. Ils défient les catégories juridiques. A priori, on va dire que ce sont des droits réels, mais largement colorés de considérations personnelles. Là encore, l'origine est immémoriale, des titres accordés par des seigneurs à, alors on dit, c'est le hameau le village qui dispose de ces droits, sur la montagne, qui est parfois une petite forêt, mais c'est la montagne. Les ayants droit, donc, sont sur des fonds d'autrui, communes, sections, sociétés de fait. Alors cette notion d'ayant droit, elle n'est pas universelle. En fait, elle dépend de chaque catégorie, et il y en a des dizaines. Parfois, c'est l'hérédité qui permet qu'on transfère les droits. Parfois, c'est tout simplement le fait de vivre sur le territoire de tel système. J'y habite de manière réelle, fixe, durable. Je deviens ayant droit. Si je pars, je ne suis plus ayant droit. Donc, c'est difficile de généraliser. Il n'y a pas un système qui ressemble à l'autre en réalité. Et puis, ce sont des biens dits non rivaux. C'est-à-dire que les personnes exercent ensemble ces droits. Elles ne sont pas concurrentes en théorie, même si j'ai pas le temps de développer ici, mais il y a des mécanismes un peu pervers aujourd'hui où il y a des phénomènes d'exclusivisme qui sont consacrés, ou par exemple pour la gestion des terres, on va confier aux agriculteurs, ça c'est la loi qui l'a permis dans les sections de communes, des terres à gérer pendant une certaine durée, et du coup, voilà, il y a le phénomène d'enclosure, les clôtures, et donc on a un commun, on a de l'individualisme ou de l'exclusivisme dans le commun. Mais il s'agit toujours pour la communauté de garder la main, c'est-à-dire que ce n'est pas définitif. En théorie. Alors, je passe, des droits réels à forte coloration personnelle. Pourquoi? Parce que, bien sûr, ce sont des droits qui se rattachent à la chose. Mais si on en jouit, c'est parce que, personnellement, on est sur le territoire, et donc, ça dépend de sa condition personnelle. Alors, vous connaissez peut-être ces noms, je ne sais pas, les sections de communes, les communaux cultifs, les bourgeoisies, les caillolards, les fonds de vaches, les consortages, les réseaux d'irrigation, les BIS. Voilà des noms que l'on a. Je note que je dois conclure. Je demande le principe d'égalité entre les orateurs. Je vous épargnerai les tableaux que nous avons réalisés dans le cadre de nos recherches, type de bien, comment on acquiert les droits, pour quelle durée, etc. Je vous donnerai juste un exemple de propriété collective. Il y a deux catégories, soit les collectives publiques, parce que le sol appartient à une collectivité publique, soit les restés privés, propriété d'un propriétaire non personnifié, comme par exemple du côté du Chablais en Suisse, vers la Suisse, frontière suisse, ce qu'on appelle les bourgeoisies. Les bourgeois, c'est pas au sens riche, les bourgeois sont les personnes qui appartiennent au bourg et qui disposent de droits particuliers. Alors, exemple, la bourgeoisie de Saint-Gingol, c'est un vaste territoire. Je dis pas que ça ressemble à Papeete, mais regardez le contexte. C'est comme si vous étiez sur le flanc de la montagne Papeete. Sachez que 60% du territoire est une propriété collective ici. Il y a des familles, qui gèrent ces biens depuis longtemps. Et ce territoire est à cheval sur d'ailleurs 4 communes. Une en Suisse, une en France. Donc cette propriété fait fi des frontières nationales. Et sur 2 autres communes en montagne. Il y a pas mal d'argent dans cette collectivité parce qu'elle fait fructifier l'exploitation d'une carrière. Elle est animée par un conseil d'administration avec des sous-commissions. Et tout ça, c'est pas du droit écrit, c'est de la coutume. Alors ils ont créé un règlement pour le codifier, mais c'est interne. Les familles sont représentées par des armoiries.
Donc vous avez différentes familles, alors certaines sont éteintes, hein, la lignée est éteinte. Je passe, ça c'est d'autres sites dans la région, avec d'autres formes de communaux, ceux-ci beaucoup plus éparpillés. Je dirais, pour faire un pas de côté rapide, que en dehors des communaux dits classiques, il existe aussi ce qu'on appelle les communautés de propriétaires privés, les biens délimités en particulier, et les copropriétés forcées, c'est-à-dire des situations hétérogènes, qui pourraient d'ailleurs inspirer, je pense, le cas polynésien, de propriétaires fonciers privés. Attention, là on parle bien de propriétaires privés, fonciers regroupés, c'est-à-dire qu'ils forment un assemblage finalement de terres qui forment à leur tour un commun. Et on retrouve cette idée que, en mettant en commun ces terres et en donnant un droit d'usage à tous, on peut aller sur les fonds d'autrui, mais dans un but social, dans un but collectif, bien entendu. Alors ils sont très nombreux, les Patek, les Carrère, les Patus, notamment en Provence, avec beaucoup de contentieux. Et ils procèdent d'une logique juridique différente, mais la finalité est proche des communaux dits classiques. Un exemple, les biens non délimités qui ressemblent à des communaux. Là, on sollicite la propriété privée, mais sans être dans l'indivision du Code civil. Et beaucoup de communautés se sont constituées autour de ces biens non délimités. De quoi s'agit-il? Vous en avez peut-être ici en Polynésie. Des biens sans bornage. Chaque propriétaire détient privativement une surface déterminée, mais sans savoir où elle est. Sans localisation. On a donc organisé les droits collectifs sur ce vaste espace, selon les usages locaux, et de plus en plus, si les propriétaires s'y intéressent, on crée une association, vous en parliez tout à l'heure, ça fait écho à ça. L'association, elle est là pour fédérer, mettre en place les projets, etc. Donc on superpose du droit très ancien avec des outils juridiques plus modernes pour animer cette gouvernance. Et par exemple, un BND très très intéressant à Orsine dans le Puy-de-Dôme, la chaîne des Puys, Centre-France, vous avez 450 propriétaires sur 800 hectares qui sont réunis en association et qui aujourd'hui non seulement entretiennent les terres, il y a du bétail, mais également s'ouvrent au tourisme, mais prudemment, avec la randonnée en particulier. Donc on voit que ces systèmes sont en train de sortir et il n'y a aucun intérêt à sortir de cette, je mets les guillemets, indivision, ce qui n'en est pas une au sens du Code civil, de l'article 815 du Code civil. Pourquoi? Parce que d'abord, le coût est disproportionné de voir borner ces systèmes, parce qu'on est souvent en montagne avec des terrains compliqués, des micro-parcelles, et à quoi ça sert d'être propriétaire d'une micro-parcelle? On va porter atteinte au cercle vertueux de ce collectif. Pourquoi? Et puis on va rompre probablement le sentiment d'attachement. Dernière diapositive, Monsieur le Président. Ce serait probablement le plus intéressant, mais regardons devant. Regardons devant. Qu'est-ce qu'on en fait de ces systèmes ancestraux? Eh bien, nous pensons, nous sommes nombreux et de plus en plus, face à cette résurgence qui n'est pas que française, on en trouve en Italie, en Suisse, dans les pays de l'Est, en Angleterre, d'en faire des modèles d'avant-garde pour une gestion prudente et des sols. Simplement, il ne faut pas non plus être trop idéaliste, il faut les adapter, les temps ont changé, les besoins ne sont plus les mêmes, mais il semble important de les utiliser pour remettre en adéquation la fonction sociale de la propriété avec certains grands enjeux, en particulier environnementaux et sociaux. Leur déclin n'est pas inéluctable, loin de là, face aux enjeux comme le défi climatique, le développement durable, le retour à la terre au sens du bien-être, avec visée marchande ou non marchande, la prévention contre les risques naturels, l'entretien des paysages, la captation du carbone, la restauration de la biodiversité, j'en passe, et l'alimentation saine. Vous voyez qu'on a beaucoup de choses à faire autour de ces systèmes. Les atouts, c'est que, malgré tout, ce sont des systèmes de valeurs, donc très intéressants à étudier, une démocratie à entretenir, face au défi d'une société qui cherche à protéger son foncier et à arrêter d'étaler ses constructions, c'est peut-être une solution, pas la plus simple. Le droit de propriété privée, c'est toujours la solution la plus simple. On est chez soi, on se barricade. Là, ça exige d'aller vers l'autre, dans des réflexes de solidarité, ça reste à construire avec des valeurs. Mais c'est sans doute une opportunité pour un monde un monde en tout cas, un avenir plus respectueux de la nature. Et aussi, ça a été dit plusieurs fois dans ces débats ici, l'attachement viscéral des personnes, parce que ça touche leur dignité quand on porte atteinte à ces droits, est en fait une force auquel on ne peut pas lutter. Et c'est sans doute l'un des ressorts les plus forts. Pourquoi ces systèmes n'ont pas disparu alors que tous les condamnaient depuis 600, 800 ans, avec l'avènement du Code civil, etc. Pourquoi?
Mais c'est sans doute parce qu'on touche au cœur du réacteur. Et ça, il faut en faire une force. Il semblerait que les choses bougent un petit peu, pas beaucoup. Nous, en tout cas, on milite plutôt pour la reconnaissance par la République française de ces systèmes, et non pas de continuer de les cacher. Et je pense qu'on pourrait, par la loi, peut-être, commencer à réfléchir à établir des partenariats publics communs. Mais évidemment, le travail ne fait que commencer. Merci.